Oui, alors, donc je me suis inscrit pour parler du scientisme. Je me demande si je suis bien dans les clous euh, du cercle, du renouvellement spirituel. Je m'en suis déjà ouvert à vous antérieurement. Alors, bon, euh, on va y aller quand même, on va voir, hein. Alors, avant de parler de scientisme, en fait, je vais parler même d'autre chose. Je suis quand même revenu sur les objectifs du cercle, et puis j'ai visionné, non pas revisionné, mais visionné la première et la deuxième vidéo de présentation, puisque je suis arrivé en cours de route, j'ai pris le train en marche et j'avais pas forcément bien intégré tous les objectifs extrêmement bien précisés. Voilà. Alors, donc c'est un préambule qui va être un petit peu, pas long, mais un petit peu, disons, excentré par rapport à ce que je vais dire après, mais ça m'a paru nécessaire. Peut-être que ça va aussi vous intéresser. Voilà, vous me direz si ça vous a intéressé ou pas. Euh, En visionnant donc la vidéo de Luc, Guillaume et Eberhard, hein, puisque vous intervenez tous les trois dans cette première vidéo de présentation, bon, moi j'ai retenu trois choses euh, qui avaient nécessité de définir la spiritualité. Alors on l'a déjà fait, hein. On a commencé à mon avis, on n'a pas terminé. J'ai découvert autre chose, c'est que d'après vous, il y a une prédominance de la spiritualité. Alors je vais en parler. Et puis, il y a l'exposé du plan de travail. Alors, concernant la définition de la spiritualité, moi, j'ai retenu trois. Alors, aussi bien le Larousse hein, que tous les ouvrages lexicaux s'accordent sur le fait de dire que la spiritualité, c'est un terme extrêmement polysémique et qu'il y a différentes acceptions qui sont proches les unes des autres, mais qui sont quand même assez distinctes. Il me semble que j'en ai extrait trois de ce qui s'est dit hein, dans vos échanges. C'est la spiritualité, alors première acception de la spiritualité, tout ce qui procède de l'esprit, de l'âme ou de l'esprit. L'âme, j'avais dit que je ne savais pas ce que c'était, donc il m'avait dit que c'était l'esprit. Et j'ajouterais, parce que ça n'a pas été précisé, à l'exception de l'inné. Hein. Bon. Bon, voilà, alors ça c'est à débattre. Deuxième acception de la spiritualité. Alors, tout ce qui procède de l'esprit à l'exception de l'inné, c'est d'une vastitude énorme. Voilà. Deuxième exception, la spiritualité, c'est un système de valeurs. Alors, un système de valeurs avec des normes, des institutions, des artefacts. Et donc, finalement, on débouche presque sur une synonymie de culture. Spiritualité, culture. Voilà. Et puis, troisième exception, c'est un système de croyance, donc religion. Et c'est finalement, j'ai l'impression, que de ça qu'on a parlé jusqu'à présent, notamment, c'est ce qui est pointé dans la première phase du plan de travail. Bon, j'y reviendrai. Alors, deuxième chose qui m'a frappé, c'est qu'en entendant Luc, Guillaume et Eberhard, alors, je cite Luc, si on veut rebondir sur un nouveau modèle de société, il faut un arrière-fond fatalement spirituel. L'hypermatérialisme nous amène à l'abîme. Et Guillaume donc approuve en disant la nature spirituelle de l'homme précède sa réalité matérielle. Et Eberhard a également approuvé cette. Alors, bon, là j'ai un problème. Je voudrais savoir si j'ai un problème. C'est-à-dire que moi je pense tout le contraire. Je pense que c'est la réalité matérielle qui détermine la spiritualité ou le spirituel, et que les religions ne sont que des dérivés seconds de la spiritualité et sont finalement en fait que des outils de domination. Bon, c'est la différence entre hétéronomie et autonomie. Je suis plutôt même carrément de l'avis de John Locke, qui dit qu'aucune idée, aucune spiritualité n'est innée, que l'innéisme est une ignorance des sources véritables de nos idées, et qu'à la naissance, l'esprit est vide de tout contenu, et c'est avec le temps et dans le matérialisme, justement, que celui-ci conçoit des idées à partir de son contact avec le monde extérieur. Et qu'il dit aussi que c'est ainsi que la morale et la religion relèvent d'une connaissance rationnelle.
Et il dit, on ne vient pas à justifier l'existence de Dieu, on ne vient à justifier l'existence de Dieu ou d'une spiritualité qu'à partir de l'observation des choses qu'on voit. Bon, c'est une philosophie fondée sur l'observation et la réflexion, qui est plutôt la mienne. Alors, la première question que je me suis posée, c'est que est-ce que le fait de dire que la nature spirituelle de l'homme précède sa réalité matérielle, chose que je pense le contraire, mais que je respecte en tant qu'idée, parce qu'il y a énormément de courants de pensée qui sont fondés là-dessus. Est-ce que c'est un prérequis ici? Voilà. Bon, alors, si c'est un prérequis, ça pose un problème. Par contre, si on parle de la spiritualité de façon ouverte, c'est-à-dire qu'on peut avoir différentes positions concernant l'articulation de la spiritualité avec la trajectoire humaine, à ce moment-là, oui, je peux travailler avec vous. Troisièmement, le plan de travail. Alors, le plan de travail, j'ai bien relu la définition qui est donnée, légitimer et donner de la substance à un renouvellement spirituel, à la fois universel et spécifique, à partir de l'étude de la spiritualité et de son état à notre époque et en ce monde. Bon. La première phase, c'est l'étude des religions existantes. C'est ce qui est indiqué. Et c'est ce que, apparemment, donc, on a commencé à faire avec le christianisme, le shintoïsme, le taoïsme, le bouddhisme, etc., etc. Et ce n'est que dans une deuxième phase que il s'agirait de définir, d'après ce que j'ai compris, hein, une nouvelle spiritualité, parce que seule la spiritualité permettrait un changement politique radical, chose avec laquelle, effectivement, je ne suis pas d'accord. Bon. C'était un préambule qui est totalement différent hein, de ce que je vais vous dire ensuite sur le scientisme, mais qui, donc en fait, pose la question de ce qu'on peut dire ou faire dans ce cercle ou pas. Alors, le scientisme, j'ai lancé peut-être imprudemment le mot scientisme parce que je n'avais pas pris sans doute toute la mesure de vos travaux à propos de la spiritualité. Alors, le scientisme, si je parle du scientisme, si on veut parler du scientisme aujourd'hui, et dans le cadre de cette première phase, si on veut rester dans le cadre du plan de travail du cercle du renouvellement spirituel, et il faudrait parler du scientisme en tant que religion. Alors, est-ce que le scientisme peut être considéré comme une religion, de même que nous avons parlé du taoïsme, du shintoïsme, du christianisme, etc., etc. Est-ce qu'il entre dans le cadre des religions existantes? Bon, en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais mis dans ce terme, et je vais m'en expliquer, une signification différente de celle qui est communément reconnue lorsqu'on parle du scientisme en tant que religion. Alors, je ne vais pas vous parler du scientisme considéré comme une religion aujourd'hui, parce que je ne sais pas trop ce que c'est, donc j'ai regardé sur Wikipédia. Wikipédia dit que le scientisme, c'est une position, une posture qui est apparue au XIXe siècle, selon laquelle la science expérimentale est la seule source fiable de savoir, seule source fiable de savoir, par opposition aux révélations religieuses, aux superstitions. Alors, shintoïsme, hein, on a beaucoup parlé de superstitions. Par opposition aux philosophies spiritualistes, par opposition aux traditions, aux coutumes, et également à toute autre forme de savoir, autre forme que le savoir scientifique. J'ai lu également que le scientisme se propose d'organiser scientifiquement l'humanité. Il s'agit donc pour le scientisme, pour les scientistes, de faire confiance, une confiance absolue, alors religieuse, je ne sais pas, dans l'application des principes et des méthodes de la science, dans tous les domaines. La science décrit le monde tel qu'il est, et le scientiste considère que l'esprit et les méthodes scientifiques doivent être étendus à tous les domaines de la vie intellectuelle et morale sans exception. Donc, quand on lit ça ou quand on
se renseigne sur ce que le scientisme et la façon dont le scientisme est défini, hein, par les ouvrages lexicaux, il s'agirait plutôt d'une anti-religion et d'une anti-spiritualité, en fait. Hein, parce qu'on n'imagine pas une église, je dirais, de la loi de gravitation de Newton. Voilà, c'est plutôt ceux qui fonctionnent avec la loi de Newton qui vont organiser le monde en s'opposant justement à la façon de le faire par les religieux. Donc, c'est pas de ça dont je veux parler, tout simplement parce que je suis absolument pas compétent pour le faire. Alors, j'avais aussi en tête une formule, je pense, d'Ivan Illich, qui avait écrit ou dit quelque part « Aujourd'hui, les scientifiques ont remplacé les prêtres ». Bon, il s'agit donc en fait de parler, ce dont je voulais parler, c'est d'une nouvelle religion qui n'est pas répertoriée. Donc du coup, je me demande si elle a sa place dans la première phase qui est l'étude des religions existantes, puisque pour moi, il y a une religion que j'ai appelée scientisme, mais en y réfléchissant bien, vous allez voir que je vais proposer un autre substantif pour cette religion non répertoriée que j'identifie comme existante et comme dominante au niveau mondial, et que j'appellerais plutôt, alors je ne suis pas le seul, hein, donc je ne dirais pas le scientisme, je dirais plutôt le mythoscientisme. Autre proposition, le technologisme. Nous y voilà, science et technique. Il s'agit en fait de la religion de la technique plus que de la religion de la science, qui semble-t-il, ça n'a aucun sens d'accoler religion et science. Par contre, religion et technique, oui. Bon, on va sans doute en parler. Et finalement, je regrouperai tout ça sous un mot qui s'appelle le croissancisme. Le croissancisme en tant que nouvelle religion non répertoriée, dominante au niveau mondial. Et c'est une religion qui, à mon sens, relève de l'anthropologie structurale. Alors, j'en reparlerai un petit peu plus loin. Composée d'une mosaïque de mythèmes, mythèmes étant des unités de base structurantes qui s'ajoutent pour constituer une croyance globale. Alors, qu'est-ce que c'est que des mythes scientifiques? Des mythes scientifiques, c'est des récits qui sont faux du point de vue de la science dure, alors qui sont faux du point de vue de la loi de gravitation de Newton, qui sont faux surtout du point de vue des trois principes de la thermodynamique, et qui engendrent des mythes économiques, d'où artefacts, outils de domination, alors cette fois de la classe bourgeoise, que moi j'appelle la caste des marchands. Il s'agit donc d'une spiritualité qui est bien construite à partir d'un objectif matériel, hein, c'est-à-dire, c'est bien le contraire du principe qui est énoncé en introduction. Alors, quels sont, à mon avis, ces mythes modernes constitutifs de la religion de la croissance? Alors, je pense qu'il faut rappeler quand même la propension ancestrale de l'homme, la propension qu'il a à fonder ses pratiques sur l'adhésion à certains mythes, des mythes qui sont censés assurer la cohésion de la collectivité. Alors, c'est une propension, d'ailleurs, qui ne semble pas avoir été abolie, pas le moins du monde, bien au contraire, ne semble pas avoir été abolie par l'avènement de la civilisation industrielle. Il se trouve que les mythes antiques et désuets, d'autrefois d'Antiquité, ont été remplacés par, qu'on peut retrouver encore, hein, les tribus primitives, ont été remplacés par des mythes modernes, plus sophistiqués, mais tout aussi agissants, voire plus, sur les comportements humains modernes. Alors, ces mythes, ils ont été dénoncés notamment par Nicolas Georgescu-Roegen, et de ce point de vue, je pense qu'en faisant ça, lorsqu'il a écrit Energy and Economic Myths en 1975, il se situe dans la droite lignée des travaux de Claude Lévi-Strauss, enfin ça c'est moi qui le dis, le fondateur du structuralisme, puisque tous les deux font de grande partie de leurs analyses sur l'importance fondamentale des mythes dans le comportement humain. Alors, Lévi-Strauss, lui, nous avait appris que nous autres, pauvres êtres humains, nous ne sommes pas autonomes. Encore une fois, bon, disons le rejet de l'autonomie,
mais que nous sommes agis par des mythes, ou plus exactement que nos comportements mentaux sont conditionnés par un assemblage d'unités de base structurantes, les mythèmes, à l'instar, par exemple, de notre langage, du langage qui lui est structuré autour d'autres unités de base, les phonèmes. François de Saussure, le grand linguiste, en a parlé de ça. Bon. Alors, Roguet nous apprend aussi que l'homme moderne, l'homo industrialis, il est lui aussi, et lui encore plus, agi, conditionné et aliéné par des mythes. Bon, c'est l'idée qu'il a abondamment détaillée dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure. Alors, quels sont ces mythes? Alors, il y en a un certain nombre, mais j'en ai extrait 4. Les mythes déterminants de la nouvelle religion mondiale dominante, en tout cas, alors dominante, en tout cas, disons, dénominateur commun. C'est-à-dire que cette spiritualité de la croissance, évidemment, n'est pas seule. Elle cohabite avec d'autres croyances et d'autres spiritualités. Mais elle est commune à tous. Si le shintoïsme n'existe qu'au Japon et en Corée, comme nous l'a dit Guillaume, le mythe de la croissance, lui, il existe aussi chez les shintoïstes. Alors, les 4 mythes principaux sont les suivants. Le premier, c'est le mythe du mouvement perpétuel de première espèce. Le mouvement perpétuel de première espèce, c'est croire qu'on pourra arriver à mouvoir les choses sans consommer d'énergie. Alors, ça, c'est un mythe qui habite. Alors, quand je parle de croissance, mythe de la croissance, aujourd'hui, ça s'appelle mythe du développement durable. Ça, c'est pareil. Voilà. Le deuxième mythe, c'est le mythe du mouvement perpétuel, mais de deuxième espèce, c'est croire que nous pourrons parvenir à utiliser toujours la même énergie continuellement en la réutilisant. C'est le deuxième mythe, qui sont ce que j'ai appelé des croyances mytho-scientifiques, c'est-à-dire que ça ressemble à de la science, mais c'est faux. C'est un peu comme du Canada Dry, ça ressemble à l'alcool, mais ça n'en est pas du tout. Le troisième, c'est le mythe de l'homme réussissant toujours à trouver de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux moyens de les asservir à son profit. Alors c'est résumé par la phrase triviale, la phrase l'adage populaire, quoi qu'il advienne, nous trouverons bien toujours quelque chose, ils trouveront bien toujours quelque chose. Troisième mythe. Et quatrième mythe, le mythe de la possibilité d'une activité industrielle libre de toute pollution. Ça, c'est disons les écolos, les écologistes, qui disent voilà, on va continuer le développement durable, mais il n'y aura pas de pollution. Voilà, un mythe. Voilà. Alors, Hegel le démontre dans son ouvrage, pas évidemment en 2 coups de cuillère à peau comme je viens de le faire, mais avec des dizaines de pages de démonstration. Alors, ces 4 mythes qui sont fondateurs de la volonté de croissance elle-même constitutive du comportement de l'homme moderne, et comme je disais tout à l'heure, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa langue, quel que soit son pays d'appartenance, il les unit tous avec cette croyance. Cette croyance, cette volonté de croissance, prise en tant que mythe global, c'est pour ça que je pense qu'elle doit être étudiée d'un point de vue de la spiritualité. La spiritualité, prise en tant que croyance, en tant que religion, c'est bien de ça qu'on parle dans la première partie des cercles. L'étude des religions existantes. Le croissancisme, religion existante. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, de ce point de vue, il faut considérer que le credo mondial de la croissance, aujourd'hui, ça s'appelle développement durable. Il faut considérer qu'il est de nature religieuse et considérer que c'est la religion dominante. Voilà. C'est mon point de vue. Alors, je ne suis pas le seul. Alors, en termes plus trivial, et pour, disons, nous détendre un petit peu,
moi je dirais qu'il y a finalement assez peu de différence entre la structure de pensée de l'Indien Boro Boro du Mato Grosso, qui a étudié Lévi-Strauss en 1932, et celle de l'Homo industrialis de ce point de vue. Seuls les types de mythes changent, mais l'un comme l'autre, le Boro Boro et l'industrialis sont mentalement conditionnés par des mythes. Alors par exemple, les Boro Boro de Lévi-Strauss pensent qu'ils sont des araras. Les araras, c'est des perroquets rouges. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie pas seulement qu'ils pensent qu'après leur mort, ils deviendront des araras, ni non plus qu'ils pensent que les araras sont des bororos métamorphosés, mais qu'ils sont actuellement et réellement des araras, exactement comme si une chenille disait qu'elle est un papillon. Eh bien, c'est exactement ce que fait l'Homo industrialis. Il ne dit pas autre chose lorsque, par exemple, il est persuadé de vivre dans un système économique créant de l'excédent, alors que ce système économique crée objectivement du déficit. Ou bien qu'il pense avoir mis en place un système de production durable, alors que ce système de production contient en lui-même les éléments constitutifs de son extinction. Donc, la structure, religieuse de ce point de vue, de l'Homo industrialis, n'est pas tellement différente de celle du Bororo qui croit qu'il est un arara. Mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Bon, un mythe, c'est une construction imaginaire qui peut prendre la forme d'un récit, d'une épopée, mais aussi d'une représentation ou d'une idée qui se veut explicative. C'est une idée qui explique. Alors, elle peut expliquer les phénomènes cosmiques, les phénomènes humains et les phénomènes économiques. Et surtout, ces mythes sont fondateurs d'une pratique sociale basée sur des valeurs fondamentales pour toute une communauté, dans l'objectif, évidemment, toujours pareil, de la cohésion de cette communauté. Que dire d'autre sur le mythe? Qui propose une explication de certains aspects fondamentaux du monde et de la société. Il peut s'agir de la création du monde, de la cosmogonie, il peut s'agir des phénomènes naturels, il peut s'agir des rapports de l'être humain avec le divin, ou avec la nature, ou du mode de faire valoir économique, c'est-à-dire du mode de vie. Donc, il explique, le mythe de la croissance explique le mode de vie de l'homme moderne. Alors, c'est pour ça que, par extension, le mythe désigne finalement une croyance, mais qui est erronée d'un point de vue factuel. C'est bien le cas pour la religion de la croissance, que la religion de la croissance est basée sur des postulats pseudo-scientifiques qui sont tous faux. Et moi je dis souvent que l'homme, que la croissance arrive à une impasse parce que l'homme a voulu s'affranchir des lois naturelles, des lois physiques, notamment le deuxième principe de la thermodynamique, comme vous le savez tous, qui s'appelle le principe de l'entropie. Et c'est parce que il y a une mauvaise interprétation, sans doute volontaire, de la réalité scientifique, qu'on tombe dans la croyance. Et ça va, je dirais, presque au-delà de la religion, puisque on peut arriver au sacré. Par le mythe, les sociétés sacralisent tout ce qui leur paraît essentiel. Et cette relation permanente du mythe avec le sacré, ça a d'ailleurs été souligné par beaucoup d'anthropologues, dont notre ami René Girard, la violence et le sacré, etc. Girard qui d'ailleurs prétend que le mythe camoufle une violence du persécuteur contre le persécuté en désignant la fameuse victime expiatoire, le bouc émissaire. Et alors, à la lecture de la croissance, on voit assez bien quels pourraient être les boucs émissaires, quels peuvent être, selon les cas de figure, les boucs émissaires désignés par les mythes modernes pour valider les persécutions de certains oppresseurs. Alors, par exemple, je prends un exemple un petit peu amusant si on veut, c'est Poutine qui est responsable de la crise de l'énergie, alors qu'en fait, c'est la loi de l'entropie qui est responsable. Voilà. Mais bon, c'est un bouc émissaire. Si on a des problèmes actuellement, c'est à cause de Poutine. C'est pas à cause de l'entropie. Enfin, autre et dernière caractéristique du mythe, et non des moindres, et donc du mythe donc de la religion des croyances, c'est que le mythe n'est pas contestable.
Et du fait qu'il n'est pas contestable, il sort du champ de la raison, il sort également du champ de l'argumentation. Et comment ça se manifeste dans une société moderne? Eh bien, ce sont tout simplement des dispositifs législatifs qui empêchent purement et simplement la contestation argumentée du mythe, en exerçant la violence légale sur le contradicteur. Alors, exemple, et puis je m'arrêterai là, exemple, la loi d'urgence, contestation du capitalisme pharmaceutique. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai appelé un petit peu rapidement le scientisme, mais qui est en fait le mythoscientisme, et qui peut se dénommer d'un terme plus compréhensible par tous, c'est le croissancisme religion mondiale. Où est l'amour dans un discours sur la décroissance? Où est l'espérance, effectivement, lorsqu'on a un discours qui est un petit peu collapsologique, surtout collapsologique inéluctable, et je dirais en termes religieux, ça s'appelle l'eschatologie, voilà. Où est l'espérance? Voilà. Alors, où est l'espérance? Bon, c'est tout un chapitre. Alors, j'ai une espérance. Bon, c'est peut-être pas le temps de développer. Disons, en un mot, voilà ce que je dirais. Je pense effectivement que la décroissance est inéluctable, et que l'espèce humaine va la vivre comme une contrainte, donc hétéronomie. Disparition quasiment complète de l'autonomie, donc notamment autonomie de créer une spiritualité, et s'adapter à des contraintes extérieures. Voilà. Et où est l'espérance? L'espérance, c'est que cette adaptation nécessaire et subie et obligatoire, donc hétéronome, à des circonstances extérieures qui sont en fait des applications de lois de la nature, va permettre de mettre en place une organisation sociétale nouvelle et bénéfique. D'où mon grand dada, je dirais, qui est d'articuler et de lier la décroissance inéluctable à la démocratie directe. La démocratie directe, je précise bien, vraiment directe, pas semi-directe, bon, c'est pas en dire plus pour l'instant. Pour moi, doit être l'outil, alors peut être, en tout cas c'est ce que je propose, ce que nous proposons, que la démocratie soit l'outil adaptatif à la décroissance inéluctable, et la démocratie directe, et j'ai fait un lapsus, j'ai dit démocratie, oui, parce que la démocratie directe, c'est la démocratie, bon, autre débat encore, et voilà, donc voilà pour l'espérance. Et puis alors, le manque de chaleur, le manque de chaleur, effectivement, là on revient sur la spiritualité. C'est-à-dire, est-ce que le discours très rationnel, très déductif, inductif, est-ce qu'il y a une spiritualité? Donc, en quelque sorte, si on imagine un monde qui va sur un déclin au niveau de son mode de production, je dirais son mode de faire valoir économique, va sur un déclin inéluctable, et que ce monde va être obligé de s'adapter à, disons, une situation de basse énergie et de raréfaction des minerais, et que ce monde va devoir effectuer une bascule institutionnelle pour gérer au mieux, parce que s'il le gère au pire, c'est l'effondrement. Et donc, la mise en place d'une nouvelle, d'une organisation sociétale, elle est là pour éviter l'effondrement et pour peut-être mettre en place quelque chose qui va vers l'idéal de l'équilibre sociétal, et il aura fallu passer, je dirais, un mal pour un bien, il aura fallu passer par cette courte parenthèse historique, ces courtes bulles techno-économiques de 200 ans à peine, ce qui est un clignement de paupières sur l'échelle du temps humain. Il aura fallu passer par ça pour atteindre vraiment l'équilibre peut-être final, peut-être la fin d'histoire du coup. Voilà, donc voilà pour la chaleur que je peux mettre là-dedans. Alors, je ne vais pas répondre à tout, est-ce que je vais faire un tri sur les choses qui me paraissent importantes? Je vais tout de suite
réagir sur ce que vient de dire Luc. Aujourd'hui, le système est bouché, on ne peut rien faire. Oui, oui. Rien, c'est pas possible, on ne peut rien changer. Disons, à la marge, hein, petit réformisme, mais rien changer radicalement. Oui, nous sommes d'accord. Il n'y a qu'un seul créneau disponible, enfin, où ils ne peuvent pas nous suivre, c'est la spiritualité. Alors, tu dis, il n'y a qu'un seul créneau, intéressant, spiritualité, et tu dis, là, ils ne peuvent pas nous suivre. Alors oui, encore oui, quitte à te surprendre, sauf que je n'y crois pas. Mais effectivement, alors, il y aurait le créneau, je ne dirais pas le seul, parce que moi, je vais vous en donner un autre de créneau. Il y a le créneau de la spiritualité. Et là, je rejoins tout ce qu'a dit Eberhard, que je réunis sous, disons, l'action individuelle, le comportement individuel, le changement individuel de mentalité, le changement individuel de culture ou de spiritualité. Et donc, un changement de spiritualité de toute la population mondiale, là, ils ne peuvent pas nous suivre. Ils ne peuvent pas suivre. Et là, oui, ça fait une bascule. Mais, pour moi, c'est une vue d'esprit. C'est pour ça que... ouais. Et donc, le boucher, oui. D'ailleurs, je le dis et je vais le dire de plus en plus dans mes interventions politiques, ne vous fatiguez pas, on ne peut rien faire actuellement. Tant qu'il ne sera pas passé quelque chose, et là je rebondis sur Guillaume, qui dit, il faut un événement de grande importance pour qu'il y ait une bascule institutionnelle. Radical, tu as raison de dire, Luc, tu as bien insisté, nous parlons d'un changement majeur. Bon, pour qui un changement majeur? Ce changement radical, c'est la décroissance inéluctable. Hein, pas cette décroissance dont nous a parlé, que a survolé un petit peu Eberhard en disant les gens vont changer, ils vont consommer moins. Il ne s'agit pas de les gens vont consommer moins. Il s'agit que chaque jour, il y aura un petit peu moins d'énergie et de minerais et que le lendemain, il y en aura encore un petit peu moins. Bon. Donc, on est... et qu'aujourd'hui, c'est enclenché, mais ça ne se voit pas encore. D'autant plus qu'on nous dit que c'est pas vrai, qu'il y a un développement durable, que tout est, qu'on a des solutions pour tout. Mais le jour où, et ça, bon, je suis incapable de vous donner une date, mais elle n'est pas si éloignée que cela, le jour où les gens vont se rendre compte que le système ne marche pas, n'est pas durable, que ce système, ce mode de faire l'ordre économique n'est pas durable, ce jour-là, c'est un choc colossal. Ça crée je dirais, une situation pré-révolutionnaire au sens loin, et ça ouvre un vide politique et peut-être spirituel aussi. Mais ça crée les conditions. Donc, aujourd'hui, on ne peut rien faire. Il faut attendre que la décroissance inéluctable soit évidente. Je dis bien inéluctable. Hein. Il ne s'agit pas de dire on va consommer moins. Hein. Bon, il n'y a plus d'autonomie. Vous pouvez faire une croix sur l'autonomie. À partir d'aujourd'hui, c'est l'hétéronomie qui va s'imposer. Voilà. Et donc, Eberhard nous dit quelle responsabilité. On ne dit pas aux gens quelle responsabilité, mais la responsabilité, elle est totale. Notre responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui, elle est totale puisqu'on a agi en autonomie. Hein, ça fait 2 siècles, puis alors là, bon, pas néolithique, mais 1850, je vais m'en expliquer. Voilà. Bon, se remettre en cause, mais il ne s'agit pas de se remettre en cause. Il s'agit qu'on sera obligé de se remettre en cause. Voilà. Bon. Quelle mécanique fera changer la vie de tous les jours, nous dit Eberhard. C'est lorsqu'on aura plus d'énergie et plus de minerais, c'est-à-dire que le mode de faire valoir économique qui nous guide depuis 200 ans ne sera plus possible, qu'on sera obligé de se remettre en cause. Donc, nous allons subir cette obligation. Et alors, bon, simplement concernant... Alors, Guillaume nous dit actuellement la population, lorsque je parle de démocratie directe, hein, d'assemblée citoyenne locale, de pouvoir législatif qui est uniquement entre les mains du peuple assemblé, Guillaume dit mais moi j'ai l'impression qu'actuellement la population mondiale ne désire pas. Oui, tu as raison, actuellement ce discours n'est pas audible, il n'est pas audible. Hein, on peut l'écrire, bon, encore heureux que la législation nous permette de l'écrire. Hein, bon, et voilà, il attend là, il attend bon, d'être. C'est un discours qui est adapté à une situation de vide.
Bon, voilà, quand arrive le vide, on arrive avec. Voilà, là, nous avons fait ça, ça vous intéresse, regardez. On pense que ça peut vous faire sortir du vide. Voilà. Donc, tout à fait d'accord avec toi, Guillaume. Alors, maintenant, bon, c'est pas très important, mais c'est un peu mon dada aussi. Alors, bon, je l'enfourche, ce dada. Luc nous dit la croissance, ça a commencé au néolithique. Alors. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah. J'ai dit ça c'est la courbe, le bas de la courbe en S. Tu as trois phases dans la courbe en S, tu as une phase très longue et plate, quasiment. Après, tu as une inflexion avec une très forte accélération. En 1850. En 1850. Alors, attendez. Bon, alors, je vais vous montrer. Non, mais. Non, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. La croissance, elle a démarré au néolithique. Alors, oui, au néolithique. Alors, si on prend le pré-néolithique, 200 000 ans avant le néolithique, et qu'on fait. Alors, je vais prendre trois indicateurs, je vais vous mettre à l'écran trois courbes. La courbe de la prédation des ressources naturelles finies. Naturelles finies, pas le bois, hein, le cuivre, le fer, etc. Si on prend le PIB, alors PIB, bon, c'est de production de richesse. Et si on prend la population, on va avoir sur l'échelle du temps de moins de 200 000 ans jusqu'au néolithique, quasiment une ligne droite, horizontale, hein, abscisse ordonnée, machin. Bon. À partir du néolithique, on va avoir un sinus à peu près de 1 degré, très très faible. C'est-à-dire qu'à partir du néolithique, effectivement, on a une petite augmentation de démographie, toute petite, je vais vous montrer les courbes. On a une petite augmentation de la prédation des ressources naturelles finies par l'homme, et on a une petite augmentation du PIB, de la production. Et à partir, donc tout petit comme ça, et à partir de 1850, on a une asymptote. Alors, je vais vous montrer les courbes. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on parle de croissance, la croissance industrielle, hein, la croissance industrielle démarre, alors, 1850, 45, 55, elle démarre, voilà, là. Et c'est vrai qu'à partir du néolithique, disons, les éléments constitutifs sont apparus. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui a commencé à gratter la terre, puis il a trouvé du cuivre, hop, ça a commencé. Okay, bon. Mais enfin, le haut fourneau, c'est quand même Étienne Darby, c'est en 1800. Bon, voilà. Donc, alors, les trois courbes, ça va être très rapide, je vais vous les montrer. Voilà. Est-ce que ce débat, on pourrait l'avoir? Oui. Je ne suis pas sûr qu'on est complètement dans le... Parce que j'ai aussi des courbes, mais je ne les ai pas là. Donc, non, mais voilà. On fera une émission peut-être rien que là-dessus. Je pense qu'on s'égare un peu. Ça suffit. Je parle de la croissance, moi, qui démarre à partir de 1850. C'est-à-dire où on a les indicateurs qui, pendant, je dirais, 12 000 ans, ont été augmentés de 1,1 chaque année. Ils ont été multipliés 800 chaque année. Voilà. Bon, c'est tout. OK.